mes amis, mes compagnons mon compagnon, mon ami, ça c'est une présentation que je peux dire que c'est une présentation politique. Les organisateurs, c'est moi-même et notre ami de l'Andalousie, Raphaël Lara, et nous avons des contributions de la Ligue hellénique, de la Ligue de Cyprus et de Catalogne. Là, nous allons parler sur de sortir de la crise avec les droits humains et de la démocratie. Les politiques d'austérité financière sans croissance économique adoptées par les pays du sud d'Europe, soumis à l'intervention de la Troïka, FMI, BCE, Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne, le Fonds monétaire international, en ayant une dette souveraine excessive, n'ont pas réussi à résoudre la crise. Au contraire, elles ont aggravé le chômage, ont appauvri les pays, ont provoqué des déficits de démocratie et notamment ont augmenté ses propres dettes publiques. Bien sûr, nous allons voir deux exemples. Un premier exemple, c'est 2 ans d'austérité Portugal. Les organisations financières internationales et la représentante trouvent que le gouvernement portugais a été un exemple de succès et en ce qui concerne l'adoption de toutes les mesures prévues dans le programme d'ajustement décidé pour la Troïka. 2 ans après, être mise en pratique, voici ce qui se passe. La situation des finances publiques est pire que le nous. Les objectifs fixés pour les agrégats macroéconomiques n'ont pas atteint. Les populations plus faibles et pauvres, surtout les jeunes, les emplois publics et les retraités, souffrent des sacrifices que lance la cohésion sociale. Ainsi, le chômage, nous l'avons dépassé de 13% et, comme vous pouvez voir, en ce moment, il y a de 18% avec provision de croissance. Pour les jeunes, le chômage est 38,3%. Le PIB devrait resserrer pour atteindre 2,5% à 2012 et augmenter 1,2% à 2013. En réalité, le PIB continue à resserrer, ne sachant pas jusqu'à quand, et ayant déjà une chute accumulée de 6,6%, et le pays trouve dans une spirale récessive. En 2013, l'objectif concernant la dette publique était inférieur à 50% du PIB et le déficit des comptes publics ne serait inférieur à 3%. En réalité, en 2013, le valeur effectif de la dette publique doit être d'environ 124% du PIB et le déficit des comptes publics supérieur à 90%. Et voir ça, voilà, ça c'est la situation d'une spirale récessive. Bien, on va suivre ensuite quel est l'exemple de 4 ans de politique d'austérité. La Grèce. L'évolution est semblable au Portugal, mais plus bas. Le taux de chômage est presque triple depuis 2009 en attendant 26,6% en 2013 et pour les jeunes
56,4% de chômage. Les salariés et les retraités ont perdu entre 35 et 50% de leur revenu. Les politiques fiscales suivies lancent des impôts sans respect du principe de la proportionnalité et diminue la taxation sur les bénéfices des sociétés. Les impôts sur le revenu élevé se trouvent parmi les moins légers en Europe. Le financement des hôpitaux publics a diminué de 40%. Et aussi, la Grèce se trouve dans une spirale récessive. Bien quelles sont les conséquences de la politique sociale d'austérité? Ils n'ont pas réussi à résoudre la crise, ils ont aggravé le chômage, ils ont appauvri le pays, ils ont provoqué un déficit de démocratie. Ils ont augmenté ses propres dettes publiques. Vous avez vérifié, la dette publique aujourd'hui, c'est plus grand qu'au moment de l'intervention de la Troïka. Conséquences sociales d'austérité, appauvrissement, croissance exponentielle de personnes cherchant des repas auprès de plusieurs ONG. En 2012, le numéro de sans-abri à Lisbonne a augmenté 300% en relation à l'année antérieure. Le suicide et les crimes à motif raciste explosent en Grèce. L'augmentation des prix à payer pour les citoyens et la réduction des services du système national de santé continuent à éloigner leurs utilisateurs les plus pauvres. La réduction rétroactive des pensions de retraite contribue à la distribution du réseau de support familial, car beaucoup d'entre ces retraités sont en phase de soutien uniquement des filles et des petits-filles eux-mêmes qui sont au chômage. Plus de 11 millions de chômeurs au Portugal, en Espagne et en France. Diminution des droits sociaux, recul de welfare state, l'État-providence, contracté avec les citoyens, perte de confiance dans l'État, diminution de l'exercice de la citoyenneté, en même temps qu'augmente l'insécurité et la peur après la population. Recul de la démocratie. La même situation est vécue par les autres pays du Sud. Les politiques d'austérité sans croissance économique en vigueur à l'Union européenne sont des échecs de leur défaut. Les citoyens des pays en difficulté rencontrés et rééquilibrés au rééquilibrage de leur compte public sont devenus plus pauvres, voyant diminuer leurs droits sociaux et politiques, n'ayant pas la possibilité de plein exercice de cette citoyenneté en même temps qu'existe au recul de la démocratie. Voici les victimes de résoudre toutes ces troïkas que n'ont pas elles-mêmes la légitimité politique de prendre les mesures qu'elles prennent. Il faut
qu'il y ait une plus grande consistance entre les priorités du Conseil européen et la forme de leur mise en marche par les techniciens des Troïkas, car il y a un profond décalage entre sa formulation et sa mise en marche. Nous pouvons dire que les intérêts du capitalisme financier, lesquels apparemment commandent les actions réalisées, n'y respectent pas la dignité humaine qui est en base de tous les droits humains fondamentaux. Ici, il y a quelques explications et quelques numéros techniques au test et que je ne vais pas lire maintenant. Vous pouvez voir si vous désirez. Je vais seulement dire que la confiscation des dépôts bancaires, aussi comme l'application automatique de la réduction des droits sociaux constatés, fait mis en cause la confiance entre les citoyens européens et leurs souverains, si encore il existe. La confiance entre les parties, qui est le principe fondamental des contrats, une fois rompus, constitue une régression de civilisation qui va beaucoup plus loin que la création du welfare state. Avant de dire que le welfare state commence surtout au Royaume-Uni, après la Seconde Guerre mondiale, et a commencé avec un gouvernement conservateur, un gouvernement de cherche, puis la guerre. Et c'est là le gouvernement du Parti travailliste que j'ai suivi, que fait aussi le développement. Et vient d'un gouvernement conservateur. Ça se trouve que le welfare state, l'état-providence que nous connaissons en Europe, n'est pas une création des socialistes, des communistes, de la gauche, mais c'est une construction des démocrates chrétiens, des socialistes aussi, et généralement de tous les genres. Il apparaît après l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il y a un esprit de fraternité entre les citoyens d'Europe, particulièrement du Royaume-Uni. C'est la propre principe de la tâche de loi qui est mise en cause. La loi devient la loi de la jambe, c'est-à-dire la loi le plus fort. Sauf si ces pays ont été mis sous un régime d'excision, d'oppression ou de déborah, ont à la démocratie comme la souveraineté légitime ont cessé son existence. La confiscation des dépôts bancaires, l'application relative de la réduction des droits sociaux contractés, créent en cause la confiance en six acteurs européens et leurs souverains, et la confiance rendue constitue une régression de civilisation. Ce n'est pas de droit qui est mise en cause. Le programme mise en cause le programme d'austérité en vigueur actuellement est mis en marche par les Troïkas. On était tendance à considérer les travailleurs comme s'il s'agit seulement des intrants des productions et autant d'autres marchandises sujets à la loi de marché. Ça ne l'intéresse pas si les gens n'ont plus d'appuis sociaux en cas de perte d'emploi. Ça l'intéresse si leurs salaires sont suffisants pour couvrir les besoins basiques. Ce que le Troïka trouve important est le paiement de dettes dans le délai imposé au pays. Un autre de ces objectifs, soit la loi, soit la Constitution nationale, ne sont pas respectés. Le programme qui adopte
programme qui adopte ne veut pas résoudre le problème de la dette, ni les déséquilibres des pays sous intervention. Il semble qu'ils seulement sont intéressés à combattre idéologiquement les mécanismes sociaux qui garantissent l'égalité d'opportunité entre les citoyens. Et l'égalité d'opportunité, c'est un principe basique de la démocratie, pas du socialisme. Ces mesures discrétionnaires et arbitraires conjuguées au chômage et à l'opportunité de l'emploi génèrent des sentiments de peur et d'insécurité auprès des citoyens, créant l'exclusion et la ségrégation sociale, détruisant la cohésion sociale et peut originer, une fois de plus, des aventures totalitaires et oppressifs dont les semences commencent déjà à germer un peu pour toute l'Europe. Une autre question. Les citoyens de Sud ne sont pas égaux au-dessous de leurs possibilités, ni ont été les responsables de la crise dans leur vie. La situation vécue par les pays du Sud de l'Europe n'est pas une situation d'hasard. L'Union européenne a financé pendant plusieurs années l'arrêt des productions dans le pays du Sud. Ceci fut le cas de l'agriculture, la pêche et même l'industrie. Par exemple, l'industrie de textile a été démantelée dans le Sud car les pays de l'Or, particulièrement l'Allemagne, avaient intérêt à l'ouverture du marché européen aux produits textiles chinois pour pouvoir vendre les machineries textiles plus produites. Les pays du Sud ont guidé leur investissement public en fonction des options de l'Union européenne, en fonction des fonds communautaires, en fonction des subventions qui ont été données, en fonction de crédits mis à disposition. Donc, il y a un comportement rationnel des agents économiques en fonction d'une politique conduite par l'Union européenne. Y a-t-il une erreur? Certainement. Mais il s'agit d'une erreur à nos biens comme une erreur à l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est là, après cette option, qu'elle a décidé de mettre fin à sa propre industrie à devenir seulement une place financière. C'est ça qu'on payait maintenant. Il y a une solution, il y a une alternative contre l'austérité. Si les charges n'est pas dépassée pour un autre. Il n'y a aucune alternative contre l'austérité. Pour une solution de la crise dans le pays du Sud d'Europe, il faudra prendre des mesures inspirées sur les valeurs éthiques qui ont décidé la conduite des créanciers de l'Allemagne qui ont signé l'accord de Londres en février 1953. L'accord concernant ces pays-là attendait à assurer la croissance économique de la République fédérale d'Allemagne et sa vraie capacité de paiement à long terme. Cet accord a doté trois principes fondamentaux. Pardon, réduction substantielle de la dette, déchiffrement du terme de la dette sur long terme, conditionnement des crédits, versement à la capacité de paiement de débiteur. Et à cette époque-là, il n'existe pas ni l'Union européenne, ni monnaie unique.
Un premier pas pour résoudre la crise en respectant les droits humains et la démocratie exige la réformation de l'Union économique et monétaire, y compris l'adéquate régulation des agents financiers. La crise de la zone euro n'est pas seulement financière, économique et sociale, mais aussi une crise politique. Espérons que l'accumulation de tensions sociales ne devienne pas un problème politique. Par conséquent, c'est une affaire politique de première grandeur. Mais l'Union économique et monétaire est incomplète. Il doit compter sur un budget propre afin d'appuyer les États-Unis à des chocs économiques ou financiers spécifiques. Dans la zone euro aura une capacité financière propre et elle sera prête à préparer l'émission d'eurobonds et, c'est faisant, renforcer la capacité d'investissement des banques nationales. La crise de la zone euro ne se résout plus avec la correction de déséquilibre de croissance et consolidation. Elle se résout en baissant les coûts de la dette publique, moyennant la mutualisation de la dette et les coûts d'investissement privés par le biais de l'Union européenne. Finalement, je vais parler de la libéralisation actuelle des mouvements internationaux des capitaux et des marchandises favorise le dumping social et promeuvent une concurrence déloyale qui contribue à la distribution du modèle social européen. La politique de l'Union européenne, par rapport au reste du monde, devra prendre en considération en accordant des appuis à deux tiers et un mouvement de capitaux et de marchandises, le respect des droits humains et de la sécurité des travailleurs qui produisent des biens et des services destinés à l'Union européenne. Dans ce coup, les accords en vigueur, bilatéraux ou multilatéraux, devront être négociés si nécessaire. Maintenant, une note finale. Naturellement que les évolutions ne relèvent plus seulement d'un déficit social, mais plutôt d'une subversion des fondements de notre société même, tel qu'on le connaît, et dérangeant que nous autres, juristes, spécialistes de droit ou citoyens actifs, mettons l'accent sur les droits sociaux. Non plus pour une cause du problème, mais pour mieux voir des solutions. En même temps, les droits socio-économiques font partie plutôt que jamais de juridictions nationales ou internationales et négociables. On insiste sur leur contenu parmi les autres juridiques. En abordant constamment le sujet de leur justiciabilité aux organisations internationales, etc., et en réduisant un supplément profond avec les libertés constitutionnelles dans leur ensemble. Il est pourtant comme une question de valeur que les droits sociaux constituent à la fin de la dimension sociale de l'autonomie constitutionnelle, complémentaire à la dimension personnelle, liberté individuelle, et à la dimension politique.